C'est parti. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Alors bienvenue sur le quatrième live de Confine ta Science organisé par l'association Trace et l'ESPGG. Du coup, donc moi, comme c'est marqué au-dessus de ma tête, je m'appelle Arnaud. Et à ma gauche. Je suis Maxime. Alors on est tous les deux des médiateurs scientifiques à donc, l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes. C'est ce qui se cache derrière les 5 lettres ESPGG. Et du coup, si on fait ça, c'est notamment grâce aussi à l'ESPCI dans lesquels on est dans pardon on est dans ces locaux, donc l'ESPCI, l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de Paris, et aussi de la ville de Paris. Du coup, donc, dans ce quatrième live, nous allons parler, comme c'est écrit dans le titre, de comment explorer le vivant. On va voir ça ensemble, et du coup, on aura deux invités au cours de ce live, ça va durer à peu près 1 heure, et du coup, chacun parlera de sa spécialité. Alors, juste avant de commencer et de laisser la parole pour cette introduction à Maxime, quelques petites règles techniques. Alors du coup on est sur la plateforme Twitch et il y a un chat, donc certains qui sont déjà des connaisseurs du chat savent s'en servir, qui est à droite normalement de votre écran, dans lequel vous pouvez intervenir. Juste pour intervenir, il faut avoir un compte sur la plateforme Twitch. Donc si vous voulez intervenir dans le chat, il faut vous y créer un compte. Sinon, il y a l'adresse confintascience@gmail.com qui est dans les sources de la vidéo, dans l'information en bas de la vidéo. Et du coup, là, on a des médiateurs et des médiatrices qui sont nos collègues et qui sont là du coup pour répondre à vos mails. Donc si vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas créer de compte Twitch, vous pouvez utiliser cette adresse mail. Pour les problèmes techniques, si l'image bloque, s'il n'y a pas de son, si vous n'entendez pas bien, la première chose à faire que vous pouvez faire, c'est rafraîchir la page, l'actualiser. Normalement, la plupart du temps, ça règle le problème. Sinon, on va vous conseiller d'utiliser un ordinateur autant possible. Et si ça ne marche toujours pas, de changer de navigateur internet sur votre ordinateur ou de vous rapprocher de votre box. Sinon, si vous avez n'importe quel problème technique, n'hésitez pas à le dire dans le chat ou par mail. On aura toujours nos collègues pour vous aider. Donc, comme je parle du chat, pour finir là-dessus, on a mis quelques petites règles plutôt de bon sens pour le chat. Essayez de pas écrire trop de messages d'un coup pour qu'on puisse les lire au fur et à mesure. On peut lire ce que tout le monde dit. Et pas d'insultes, pas de messages haineux, ça va sans dire. Du coup, je vais laisser Maxime qui va commencer ce Confine ta Science numéro 4 sur le vivant. Et merci. Donc, rebonjour à tous. Effectivement, cette semaine, on est sur une thématique, comme la semaine dernière. La semaine dernière, on était sur la thématique du cerveau. Cette semaine, ça va être autour du vivant, sur son exploration, son observation. Comme d'habitude, vendredi sera dédié à une rencontre avec un chercheur ou une chercheuse. Mercredi, ce sera autour de l'extraction de l'ADN et on parlera d'ADN. Et aujourd'hui, on va parler d'exploration, en tout cas de deux moyens d'explorer, de classifier le vivant. Mais avant tout, on va commencer par une petite vidéo et on aimerait bien que vous nous disiez ce que vous en pensez. Donc c'est parti, c'est parti. I'm going to show you a new Android application that's been developed through our translation technology. Our new app, Google Translate for Animals, translates animal speech into human vernacular. The handset records the animal sounds and then transmits them to our server, where the speech recognition and translation engines analyze the neurobiological acoustics. The voice recognition software then checks itself against the millions of sounds in our animal linguistic database and produces a translation in plain English. Let's see how Google Translate for Animals works. I activate the Translate app. As you can see, there's a large range of animals to choose from. I choose pig. Then, I make a recording. See here? It transcribes it, but if I push the speaker button, we can actually hear what Bella said. New person. Smells good. That's amazing. Let's find out what's on Donna's mind. Love you. Well,
How about that? To get Google Translate for Animals, go to Android Market and search Translate for Animals. Bien. Alors, que pensez-vous de cette vidéo? Peut-on avoir quelques... Pardon. Peut-on avoir quelques retours dans le chat? Comment ça traduit les animaux? Oh my god, c'est une grosse blague, poisson d'avril. C'est possible, ça, c'est trop mignon. On a un mort de rire. Sérieusement. Très bien. Beaucoup de questionnements, donc tout ça, ça vous semble un petit peu étonnant, voire incroyable. On dirait un hoax. Donc on a quand même beaucoup d'incertitudes de votre côté, on y croit pas trop, soit on est complètement émerveillé, soit on n'y croit pas. Alors on va vous le dire, c'était effectivement une bonne blague de Google un 1er avril. Parce qu'en fait, connaître le vivant, ça va pas être aussi simple que ça. On n'a pas développé des théories extrêmement complexes et une analyse très poussée du langage de tous les animaux. Non, on ne peut pas avoir une longue liste d'animaux et juste les faire parler et traduire ça en humain. C'est une vision un petit peu anthropo du monde animal. Alors, c'est pour ça notamment qu'aujourd'hui, on veut se concentrer sur des moyens d'explorer le vivant. Et cette animation aujourd'hui va être en 2 parties. Une première partie où on aura un invité, qu'Arnaud va vous présenter, et où on va parler des oiseaux. Et une deuxième partie où on parlera ensuite de méthodes scientifiques pour classifier le vivant, essayer de comprendre son apparition au fil des temps. Donc maintenant, je vais passer la parole à Arnaud pour cette première partie d'animation. Merci Maxime. Alors pour ceux qui sont en train de nous rejoindre, on est une animation Confinta Sciences de l'espace des sciences Pierre-Gilles Lejeune. Et du coup, on va essayer de parler de comment explorer le vivant. Et donc là, moi, je vais m'intéresser au chant d'oiseaux. Alors la vidéo que vient de nous montrer Maxime, effectivement, ça n'existe pas encore, en tout cas. Peut-être ça existera, mais c'était une blague. Mais ça n'empêche pas de vouloir essayer d'écouter les oiseaux ou les autres animaux. Ici, on va s'intéresser aux oiseaux pour essayer de déjà les reconnaître, premièrement, reconnaître l'espèce d'oiseau qu'on entend, et peut-être, effectivement, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire, mais de façon un peu moins précise qu'avec la blague de Google. Alors du coup, je vais demander à mes chers collègues de mettre un premier lien dans le chat. Du coup, ce lien vous envoie vers un formulaire. J'ai demandé de faire attention, donc vous pouvez cliquer évidemment sur le lien, mais de ne pas encore faire de choix dans ce formulaire. Et parce que du coup, en fait, c'est le formulaire de réponse pour des sons d'oiseaux que je vais vous faire écouter. Mais du coup, si vous cliquez tout de suite, et ben, votre choix enregistré, vous ne pouvez plus modifier votre choix. Du coup, vous pouvez ouvrir le lien, évidemment, c'est fait pour ça. Pour l'instant, je vous demandais de ne pas encore choisir une des 4 réponses, donc normalement, avec ce lien, vous devriez avoir 4 oiseaux, 4 espèces d'oiseaux. Et là, je vais vous faire entendre le chant d'une de ces 4 espèces, et ce sera à vous de cliquer en fonction de ce que vous pensez. Donc j'ai bientôt diffusé le son, je vous laisse un peu de temps pour vous mettre sur le lien. De toute façon, même si vous n'y êtes pas encore, vous pouvez cliquer sur le lien un peu après. Et du coup, je vais lancer le premier son, donc c'est une espèce d'oiseau. Et je lance. Ok, du coup, normalement, vous avez tous... Alors, si vous avez bien entendu le son dans les commentaires... Alors, essayez de ne pas répondre dans le chat. C'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça. Je vais regarder si vous avez bien entendu. Du coup, je vais voir... Hop. Est-ce que j'ai des réponses? Hop, alors je vais vous montrer les réponses à ça. Donc on voit effectivement 19 personnes pour la corneille noire et sinon personne pour le reste. Alors effectivement, j'ai commencé par un assez simple. Donc la corneille est très reconnaissable, donc c'est pas un chant, c'est même plutôt un cri qu'on entend assez strident. Donc c'est une espèce qu'on retrouve vraiment assez facilement, même dans les villes, qui est assez présente, qu'on a tous au moins entendu ou vu une fois.
Elle a une caractéristique rigolote, c'est que pour se nourrir de noix, par exemple, quand elle mange des noix, et qu'il faut qu'elle ouvre la coquille de la noix, elle va prendre la coquille dans son bec, la noix dans son bec, monter à une hauteur suffisante et lâcher la noix par terre pour que la noix s'écrase par terre et que la coquille s'ouvre et qu'elle puisse manger ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, deuxième espèce. Hop. Alors, du coup, je vais demander à mes collègues de mettre le deuxième lien dans le chat pour une autre espèce qui est aussi assez commune. Ok, il y a le lien, donc je vous invite toujours à cliquer sur le lien sans tout de suite faire votre choix, parce que je n'ai pas encore diffusé le son. Et je vais bientôt diffuser le son. C'est parti. Alors, est-ce que vous avez tous bien entendu? Effectivement, comme dit Clémentine, gardez les réponses pour vous, c'est plus comme ça, chacun peut chercher de son côté. Alors, je vais voir si j'ai des réponses qui affluent. Alors, donc, j'ai ça comme réponse, donc j'ai une majorité pour la mésange charbonnière. Quelques-uns ont pensé au moineau, au ticodrome et à la pipavarde, mais grosse majorité pour mésange charbonnière. Bah, bravo à ceux qui ont choisi la mésange. Effectivement, c'était le son d'une mésange. Bravo à vous. Donc oiseau aussi assez, un peu moins, évidemment moins commun que la corneille. En plus, il est plus petit, donc pas peut-être moins facile à voir, mais qu'on peut aussi trouver en ville, même dans les grandes villes. Si vous êtes attentif, il peut... Hop, elle va nicher principalement dans les parcs et les jardins. Mais s'il y a des petits buissons dans des zones animées, elles n'ont pas forcément peur de l'animation. Et c'est une espèce qui arrive à se nourrir dans ce qu'il y a dans les poubelles. Donc c'est pour ça que même dans les zones urbaines, elle arrive à vivre. Hop, alors on va passer au troisième son. Donc je vais demander de mettre le troisième lien, à mes collègues de mettre le troisième lien, s'il vous plaît, dans le chat. Hop. Est-ce qu'on peut mettre le lien pour la troisième espèce? Voilà, ça arrive, donc cliquez sur le lien, hop, et je lance le son. Alors, est-ce qu'on a des réponses? Alors là, c'est plus serré. Effectivement, j'ai mis deux espèces, bon, on la chose un peu plus compliquée, deux espèces assez proches. Hop, donc pour les réponses, j'ai quand même une majorité de rossignol, philomèle, et sinon juste après, en deuxième position, de rouge-gorge familier. Pour certains d'entre vous, et c'était bien un rouge-gorge, mais effectivement, le chant ressemble pas mal au rossignol, c'est une espèce assez proche, mais c'était bien un rouge-gorge. Donc bravo à ceux qui ont trouvé le rouge-gorge. Je vais passer maintenant au dernier son, dernière espèce. Allez. Out, ouais.
Alors, on me dit de ralentir un peu. Du coup, j'ai regardé déjà si j'ai des réponses. Si je vois qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup, je relance le son. Je vous laisse encore un petit peu de temps. Allez, je relance une deuxième fois le son. Et du coup, donc, vos réponses. Alors là, c'est très serré entre l'alouette des champs et le merle noir. Et c'était un merle. Donc, comme une majorité d'entre vous qui a trouvé, c'était plus compliqué qu'au début. C'est un merle noir. Alors là, on en voit vraiment aussi beaucoup à Paris. C'est une espèce vraiment qui est plus répandue, que ce soit en ville ou ailleurs. Il s'est adapté au milieu urbain depuis pas mal de temps. Et du coup, c'était notre dernière espèce. Pardon. Alors, j'ai vu pas mal de gens qui demandaient est-ce qu'on peut réécouter les chants, c'est trop chouette les chants d'oiseaux. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est vrai que on a envie de tous les écouter. Pour ça, en fait, dans les sources de la vidéo, dans les ressources de la vidéo, je vous ai mis un lien vers ce qu'on appelle une sonothèque. C'est une bande de son, une bande sonore, avec une compilation de chants d'oiseaux, de différents chants d'oiseaux qui ont été enregistrés par des ornithologues. Et du coup, alors cette sonothèque, elle est hébergée par l'association LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Et en fait, si je vous ai notamment choisi ces sons-là, c'est que vous puissiez par vous-même aller voir toutes les autres espèces qui sont présentes sur ce site, et aussi parce qu'on a avec nous donc Frédéric Mahler, qui est délégué régional à la section LPO Île-de-France et qui nous rejoint. Donc bonjour Frédéric. Bonjour. Est-ce que vous entendez bien normalement? Oui. Alors du coup, déjà Frédéric, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et présenter ce que c'est que la LPO? Alors, de mon métier, j'étais enseignant de biologie, de SVT, comme on dit, au collège. Et je suis en plus donc délégué régional de la LPO Île-de-France, comme tu l'as dit. La LPO, c'est une très vieille association. On a fêté le centenaire il y a déjà quelques années. Et donc, qui s'est créé au départ, comme son nom l'indique, pour la protection des oiseaux. C'était au point de départ pour protéger une réserve en Bretagne où les Parisiens venaient tirer des macareux. Et donc, on a progressivement étendu toutes nos activités sur toute la France. Et depuis quelques années, on a même étendu nos activités en dehors des oiseaux. Et donc, maintenant, on se donne pour but de protéger les oiseaux, l'ensemble des êtres vivants et les milieux qui les hébergent. Ok, du coup, alors Frédéric, tu es aussi l'auteur d'un atlas, alors que j'ai montré à l'écran, si on le voit bien, qui s'appelle Oiseaux nicheurs de Paris, qui est un atlas urbain en fait qui s'est donné pour mission de recenser les espèces qui nichent, donc qui ont des nids qui restent suffisamment un certain temps à Paris, dans la capitale. Et du coup, donc c'est vrai que moi qui ne suis pas ornithologue et pas spécialiste des oiseaux, quand je me balade en ville et je vois des oiseaux, c'est surtout des pigeons, alors peut-être des corneilles ou d'autres espèces, mais j'ai l'impression qu'il y a assez peu d'espèces d'oiseaux à Paris. Et quand j'ouvre le livre, première espèce que je vois, c'est le faucon cresserelle. Et du coup, dans cet atlas, il y a une carte ici. Alors, on voit peut-être pas très bien, mais sur cette carte, en fait, est recensé les nids de faucons, ici, qui ont été repérés par des ornithologues à Paris. Et du coup, donc, est-ce que vous trouvez beaucoup d'espèces à Paris? Pourquoi on trouve des faucons? Qu'est-ce qu'ils font là? Et qu'est-ce qu'ils font qu'on en trouve ici? Alors, effectivement,
c'est souvent une surprise pour les gens qui n'ont pas l'habitude de regarder les oiseaux. À Paris, on a trouvé, donc là c'est c'est un atlas qu'on a fait donc entre 2005 et 2008 sur Paris Intramuros. On avait trouvé 60 espèces d'oiseaux qui se reproduisent au moins, enfin, qui se reproduisent au moins une fois. On va dire qu'il y en a plus de 50 qui se reproduisent régulièrement dans Paris. Là, on a refait le même procédé 10 ans après pour arriver à peu près au même résultat. Donc, il y a vraiment beaucoup plus d'espèces d'oiseaux qu'on le pense. Et ce qui est assez curieux, plus d'espèces d'oiseaux maintenant qu'il y a un siècle. Il y a a priori 2 fois plus d'espèces d'oiseaux donc au début du XXe siècle. Alors, les faucons cresserelles, maintenant il y a 2 espèces de faucons dans Paris. Il y a les plus communs, c'est les faucons cresserelles. Donc, des petits faucons qu'on a l'habitude de voir à la campagne faire le Saint-Esprit au-dessus des champs, ils volent sur place et avant de piquer sur un petit mammifère. Eh bien, ils se sont établis dans Paris, sans doute dans les années 50. Une fois qu'ils ont réussi à s'adapter, ils ont dû changer un peu de régime alimentaire, et en particulier pour nourrir leurs jeunes, ils se sont mis à capturer des oiseaux, enfin des moineaux essentiellement. Et autrement Paris, c'est très bien pour eux. Il y a des tas de cavités un peu partout, hein. Ils font leur nid. Ça construit pas un nid, ça ne transporte pas de branches pour faire son nid, mais ça va trouver une cavité toute faite, ou à la rigueur un vieux nid de pie ou de corneille. Et à ce moment-là, il y en a dans tous les. Enfin, il y a des cavités d'absolument tous les monuments parisiens. Et par exemple, il y a des cresserelles qui nichent à Notre-Dame. Enfin, il y en avait qui nichaient à Notre-Dame avant l'incendie. Il y en a qui nichent à l'Arc de Triomphe. Il y en a qui nichent aux Invalides, etc. Mais ça peut être aussi dans des cours d'immeubles pas du tout aussi prestigieux que les lieux que j'ai cités. Donc en fait, ils se portent bien dans Paris parce qu'ils ont la paix, le site pour nicher et la nourriture. Donc c'est un peu pareil pour toutes les Et du coup, espèces. donc, les espèces qui nichent à Paris, comment on va faire pour les voir? Est-ce que du coup, c'est eux qui sont, par exemple pour les faucons, des espèces moins connues qui sont discrets, ou c'est nous qui savons pas les voir, et en fait, juste en levant le bec un petit peu de temps en temps dans les parcs, on peut les voir facilement. Alors, le faucon cresserelle, effectivement, c'est un exemple d'oiseau qui est assez discret. Si on n'a pas l'habitude de les chercher, on va avoir du mal à les trouver. Parce qu'en particulier près de leur nid, ils ne restent pas forcément près de leur nid. Et ils peuvent, au moment de la reproduction, par exemple, ils vont être absents 1 heure, 2 heures, et voilà, et venir seulement, donc très irrégulièrement à leur nid. Donc c'est difficile de les voir. Le hasard fait parfois bien les choses. On les voit percher sur des antennes, des Et choses comme ça. sinon, Mais autrement, pour la plupart des petits oiseaux, hein, là, par exemple, tu as passé des enregistrements de merles, de rouge-gorge et de mésanges. Eh bien, d'une part, il y a quand même pas mal de parcs dans Paris. Donc ça, c'est des oiseaux qui sont effectivement très courants. Et dans les beaux parcs parisiens, style Butte-Chaumont, Montsouris, Jardin des Plantes, bon, etc., Luxembourg, on peut considérer qu'il y a entre 30 et 35 espèces d'oiseaux qui y nichent. Mais on peut trouver ces mêmes espèces, là, le merle, le rouge-gorge et la mésange charbonnière, on les trouve aussi dans n'importe quel petit jardin, dès qu'il y a 3 arbres, 4 fourrés. Bon, le rouge-gorge, c'est plutôt en hiver, mais le merle et la mésange charbonnière, ils sont en train de faire leur nid en ce moment, quoi. Et déjà, même le merle, il a sans doute eu ses premiers petits. ok. Alors, n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions. Je vais essayer de les relier autant que possible. Et du coup, donc, maintenant généralement sur toutes les espèces d'oiseaux, pour les écouter. Alors, du coup, si je vous cache pas tout, si on a fait cette émission, c'est aussi qu'en cette période de confinement, le bruit urbain, pour ceux qui habitent en ville, est quand même nettement réduit. Et du coup, il y a plein de gens qui se sont remis à entendre des oiseaux qu'on n'entendait pas avant à cause du bruit mécanique des moteurs de la circulation. Et du coup, alors, pour essayer d'entendre les oiseaux, est-ce qu'il y a des périodes de la journée plus propices, des endroits? Comment on peut s'y prendre? Alors, les oiseaux, ils ont effectivement un rythme journalier assez marqué, c'est-à-dire que c'est les 3 premières heures de la matinée, hein, à partir du lever du jour, c'est le maximum d'activité. Puis après, ça se calme un peu, et puis le soir, ça peut redémarrer au point de vue chant. Mais pour les chants, le mieux, c'est quand même le matin.
Mais il n'y a pas besoin de faire des kilomètres, hein. Dès on peut faire ça depuis sa fenêtre, et si on a un peu de verdure en dessous, on peut entendre pas mal de chants d'oiseaux, et en particulier donc en ce moment les mésanges charbonnières, pinsons, merles, encore quelques rouges-gorges. Et du coup, pour reconnaître ces champs, est-ce qu'il y a des cartes interactives qui regroupent le type d'espèce par zone géographique ou sinon comment on fait? Parce que pour à partir du son qu'on va entendre, essayer de reconnaître l'espèce, comment on peut s'y prendre? Alors, les chants d'oiseaux, faut être modeste, hein. C'est effectivement quelque chose qui est assez long à apprendre. Enfin, il y a quelques espèces. Je crois qu'il faut surtout pas essayer de tout apprendre en même temps. On est vite perdu. Là, j'ai dit, il y a 60 espèces d'oiseaux qui nichent dans Paris. Vous pouvez écouter les oiseaux, entendre les 60 chants en 1 heure, et au bout d'1 heure, vous n'aurez rien retenu du tout. Donc, ce qu'il faut, c'est se fixer la liste allez, il y a les 10 espèces les plus communes qu'on est capable de reconnaître, et puis bien se passer les chants. Donc là, il y a la sonothèque de chants enregistrés par Fernand de Roussin là, sur le site de la LPO, mais il y a des applications, hein, qu'on peut aussi avoir, et qui sont faciles. Enfin, il y a une application gratuite qui est très bien faite, qui s'appelle Cui Chant d'oiseau. Ouais. Alors, le titre est Ouais. un peu bébête, mais l'application est très bien faite. Enfin, il y a plein de chants. Mais justement, il ne faut pas essayer de se plonger dans tous les champs à la fois. Et donc, par exemple, eh bien, voilà, bon, on les a cités. Les premières espèces communes, c'est le merle, la mésange charbonnière, la mésange bleue, le moineau et la corneille. Voilà, bah, déjà on apprend ces 5 chants-là, et puis après on se prend le rouge-gorge, le pinson, le troglodyte. Voilà, il faut regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme espèce courante en ville. Puis Et ça, il y a je 15 crois que espèces courantes en ville, et puis se cantonner à ça, et pendant un je certain crois que sur temps. ta page Facebook, Après, Frédéric, du coup, tu fais une petite revue quotidienne d'oiseaux communs à entendre et observer en ville, voilà, ouais, si vous voulez. sur ma page Facebook, j'ai même mis un résumé aujourd'hui de toutes les. J'ai fait une dizaine de posts pour le moment sur les 10 espèces d'oiseaux les plus communes à reconnaître en ville, enfin en ville, ouais, ou à côté. Et c'est vrai que ces 10 espèces-là, bon, bah, une fois qu'on les a en oreille, on peut après passer à autre chose. Mais c'est pas la peine de vouloir tout apprendre. Pendant un certain temps, il restera des oiseaux que vous ne reconnaîtrez pas, mais c'est déjà bien d'apprendre d'en avoir une dizaine qu'on Et du reconnaît. coup, à défaut de reconnaître l'espèce en écoutant le chant, est-ce qu'on peut avoir des clés pour au moins savoir quel type de chant il va y avoir? Est-ce que ce sera un chant d'alerte, un chant de communication? Est-ce que ça, il y a des grandes Alors, familles de chants, de cris? alors voilà, il ne faut pas mélanger. Un chant, ça a une définition assez précise. C'est pas du tout une question mélodique ou pas mélodique. Un chant, c'est une marque territoriale et de rapprochement sexuel. Donc c'est pour ça qu'on les entend surtout au printemps, parce que c'est le moment où les mâles principalement constituent leur territoire. Donc un oiseau qui chante, ça veut dire je suis chez moi et je veux pas qu'un autre mâle de la même espèce rentre chez moi. En revanche, s'il y a une femelle qui veut bien de moi, ben, elle est la bienvenue. C'est cette double signification. Et donc, par exemple, pour la corneille a un chant. C'est pas, évidemment que c'est pas joli du tout, hein, mais c'est pas n'importe quel cri de corneille qui est un chant. À côté de ça, il y a des tas de cris. Alors, ça, là, apprendre à reconnaître les cris d'oiseaux, là, c'est vraiment une autre paire de manches, hein. Gardez ça pour plus tard. Mais effectivement, il y a des cris d'alarme, il y a des cris de contact, il y a des cris d'appel, il y a des cris de quémandage, par exemple des jeunes qui ont encore besoin d'être nourris par leurs parents. Il y a des cris en général très caractéristiques. Est-ce, est-ce Ah, que du voilà. coup, pour faire Donc là, ce travail-là, la première chose, c'est d'essayer d'observer le comportement de l'oiseau? Est-ce qu'en observant son comportement, on peut quand même déduire si il est en train de marquer son territoire, s'il est en train de son activité? en général, vu le rôle du chant, l'oiseau, la plupart, pas tous, mais la plupart des oiseaux chantent de manière beaucoup plus visible que leur mode de vie habituel. Un exemple typique, c'est le merle.
Le merle, il est toujours, enfin, il est presque toujours près du sol. Ça mange des vers de terre, donc ça va dans les pelouses, ça marche. Donc c'est vraiment un oiseau qui est au sol et puis qui va se planquer dans les buissons. Par contre, pour chanter, il va se mettre, pas forcément en haut des arbres de 15 mètres de haut, mais il va se mettre en évidence. Il peut se mettre au sommet il va se mettre sur une antenne, il va se mettre sur un pylône électrique, il va se mettre sur un arbuste, sur un coin de bâtiment, mais en hauteur. Tout simplement parce que ce chant est destiné à être entendu et pour marquer son territoire, évidemment. En plus, moi j'ai remarqué, au moins pour le merle à côté de chez moi, je suis persuadé que certains choisissent leur endroit en fonction de la résonance du lieu. J'avais comme ça repéré qu'un merle que j'entendais, je me demandais bien où il était. En fait, il était assez loin, mais il était pile dans l'axe de la rue et ça résonnait et je suis sûr qu'il avait choisi l'endroit en fonction de la résonance. Du coup, on va passer un peu aux questions du chat. Alors, j'en ai vu passer quelques-unes. On m'a parlé évidemment des moineaux à Paris. Alors, est-ce qu'on connaît la raison de la baisse de présence de moineaux à Paris et dans les grandes villes? Alors, oui, c'est ça. Donc, c'est pas un phénomène uniquement parisien. Hein, j'allais dire, Paris a résisté un peu plus longtemps que beaucoup d'autres grandes villes européennes. Et Londres, Bruxelles, par exemple, il y a vraiment eu Amsterdam, il y a vraiment des chutes très, très importantes de moineaux. À Paris, ça ne voulait pas baisser, puis ça finit par baisser quand même. Mais finalement, il reste quand même un certain nombre de moineaux à Paris. Donc la chute est quand même très importante, puisqu'elle est de 75% en 15 ans, en gros. Les explications, il n'y en a pas une unique, mais disons qu'en gros, elles tournent tout autour des rénovations urbaines. Il semble bien que, vu l'augmentation du prix moyen des mètres carrés dans toutes les grandes villes occidentales, eh bien, on est augmenté le niveau social des bâtiments, on a refait les bâtiments, on a transformé des habitats précaires en habitats à la mode. Un exemple caractéristique, c'est le 11e arrondissement à Paris, qui était un quartier tout à fait populaire de petites cours d'entreprises, d'entrepôts et de choses comme ça, où il y avait de la végétation et des trous dans les murs. C'est devenu donc le quartier à la mode qu'on connaît, donc les bâtiments ont été rénovés, ça a gardé le caractère pittoresque parce qu'on a gardé les volumes, mais on a tout nettoyé, il n'y a plus un trou dans les murs, etc. Eh bien, les moineaux se sont effondrés en quelques années, c'était vraiment caractéristique, dans le 11e arrondissement. Donc, parce que cette rénovation, elle fait disparaître, donc, comme je disais, essentiellement la végétation spontanée, les herbes folles, ce qu'on appelle les mauvaises herbes, et ça fait disparaître aussi les cavités dans les murs pour nicher. Et en plus, il y avait quelques grandes friches dans Paris encore jusqu'à il y a 10-15 ans, et puis ces dernières grandes friches sont en voie de disparition. Elles ont toutes été transformées en grands projets immobiliers. Donc voilà, en gros, le thème général des causes qu'on retrouve à peu près partout dans les villes européennes. Ok, du coup l'urbanisme. Et donc j'ai une question de Merrock108, en parlant d'oiseaux qui disparaissent. Il dit il y a des exemples d'espèces qui vont disparaître dans un lieu donné, mais qui vont revenir quelques années après quand ça se fait. Et il prend l'exemple du château de Versailles où à un moment donné on pouvait observer des perruches vertes, puis plus rien pendant quelques années, puis elles sont revenues. Et voilà. Alors des espèces qui vont partir d'un endroit, qui vont revenir. Oui, la perruche à collier, c'est un cas très particulier quand même. Hein. Donc, c'est une espèce invasive, c'est-à-dire que c'est une espèce exotique, c'est des formes qui viennent du nord de l'Inde, qui ont été amenées par le trafic commercial légal à l'époque, donc en Europe. Et ces oiseaux se sont échappés. Bon, en Île-de-France, ils se sont échappés des zones sous douane des aéroports d'Orly et de Roissy. Et à partir de là, ils ont réussi à se reproduire dans la nature et à conquérir progressivement toute l'île, pas encore toute l'île de France, mais en tout cas, maintenant, Paris a été atteint en 2008. La première perruche canichienne en Paris, c'est 2008. Et donc, c'est en période de conquête, comme ça, c'est assez fluctuant. Alors, par exemple, je ne connais pas le détail de l'histoire à Versailles, mais si je me souviens bien, effectivement, on en a parlé en 2 temps. On en a parlé assez rapidement parce qu'il y a eu une apparition assez massive de perruches. Et c'était sans doute à une époque où elles ne nichaient pas encore. Donc elles étaient en train d'explorer. Enfin, elles ne nichaient pas encore à Versailles.
elles étaient un peu en train d'explorer l'Île-de-France, et donc elles se sont établies quelque temps à Versailles, et puis, pour une raison X ou Y, elles ont disparu, mais elles ne s'étaient pas établies. Donc, comme elles ne s'étaient pas établies, elles n'étaient pas vraiment disparues. Par contre, après, et depuis quelques années, les perruches se sont bien établies effectivement à Versailles, et elles nichent régulièrement. J'allais dire malheureusement, enfin en tout cas on peut en penser ce qu'on en veut, mais depuis qu'elles se sont établies, les perruches ont, à ma connaissance, jamais disparu d'un endroit où elles se sont établies pour nicher. Alors, par contre, que des groupes passent, en particulier après la reproduction, euh, un petit peu pour explorer leurs nouvelles zones géographiques, ça c'est des choses qui arrivent. Alors une avant-dernière question, pour revenir au chant, est-ce qu'on me demande est-ce qu'une espèce d'oiseau peut avoir plusieurs chants? Alors, plusieurs champs, oui, enfin, plusieurs formes. Il y a déjà bon, des formes un peu différentes suivant la période de l'année. C'est vrai que, par exemple, le rouge-gorge, il a un chant en hiver qui va être plus pauvre que le chant au printemps. Et puis, ce qui est surtout étonnant, c'est qu'il y a des patois, il y a des accents régionaux. C'est-à-dire que le pinson des arbres, ça a été étudié entre autres chez le pinson des arbres, il y a d'autres espèces, mais le pinson des arbres de la région de Toulouse ne chante pas de la même manière, en tout cas pas exactement, que le pinson des arbres de l'Île-de-France ou le pinson de Bretagne. Et alors moi, je suis pas capable de faire faire la distinction, mais les spécialistes qui ont étudié ça sont capables sur un champ de reconnaître l'origine. Et puis, il y a encore une autre particularité, il y a des espèces qui sont imitatrices. Ou alors là, c'est un peu la provocation pour les ornithologues. Elles ont en général quand même un champ de base qui est à peu près commun, donc heureusement, on arrive un peu à les reconnaître, mais elles sont capables de rajouter soit des notes d'autres chants d'oiseaux, soit même des bruits de la vie quotidienne. Donc, une des espèces les plus connues, c'est les tourneaux, qu'on trouve en ville en particulier. Et au début, par exemple, les premiers téléphones portables avaient des sonneries assez standardisées, et il y avait des étourneaux qui avaient mis des sonneries de portable dans leur champ. Alors maintenant, ça n'a plus de sens parce que tout le monde a sa sonnerie personnalisée, mais à l'époque, c'était... Voilà. Alors, je veux qu'il reste encore quelques questions. Malheureusement, on va devoir passer à la suite parce qu'on a encore plein de choses à vous montrer. Mais en tout cas, c'était chouette d'avoir tous ces retours. Frédéric, juste une petite dernière question pour faire le lien un petit peu, sans trop vous en dévoiler, sur la suite. Alors, on dit que les oiseaux sont des dinosaures ou alors descendent des dinosaures. Alors, quel est le vrai du faux et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, les oiseaux sont des dinosaures. C'est les seuls dinosaures survivants. Donc, les dinosaures, c'est un groupe qui est apparu il y a à peu près 240 millions d'années. Et à l'intérieur de ce groupe, alors je ne vais pas donner toute la classification, d'abord j'en serais incapable. Enfin bon, il y a plusieurs catégories de dinosaures qui se sont séparées progressivement. Et dans un groupe, en particulier, il y a un groupe qui est devenu célèbre à la suite de Jurassic Park. Donc dans ce groupe, il y a en particulier Vélociraptor. Et donc dans ce groupe contenant les Vélociraptors, eh bien, se sont formés effectivement ce qu'on a appelé par la suite des oiseaux. Et donc ça, c'est à peu près il y a 120 millions d'années. Et il y a 65 millions d'années, est apparu le fameux météorite et les trappes des Décans en Inde, eh bien, tous les dinosaures ont disparu, sauf le groupe qu'on appelle maintenant les oiseaux. Mais les oiseaux sont les dinosaures survivants. Ok. Et du coup, alors très rapidement, Voilà. on me demande est-ce que les crocodiles font partie de ce groupe-là? Non, ils font partie d'un autre Ok. groupe. Du coup, bah, très bien, merci beaucoup Frédéric pour ton intervention parmi nous, d'avoir un peu jeté les bases. Alors, juste pour finir, Et bah de rien. si vous voulez observer des oiseaux chez vous, il y a un programme de ce qu'on appelle science participative qui s'appelle Oiseaux des jardins. La ressource est dans le lien marqué ressources de la vidéo en dessous de la vidéo. Et du coup, tout est bien expliqué. C'est la même association que
dans laquelle est Frédéric, et du coup qui vous propose de regarder, d'observer les oiseaux chez vous, de prendre un petit temps chaque jour de les observer. Alors si vous avez des jardins, c'est mieux, mais même si vous avez un petit balcon où vous remarquez qu'il y a des proches de chez vous des oiseaux qui viennent se balader régulièrement, bah vous pouvez les recenser et aider la recherche du coup sur les oiseaux à avancer. Et du coup, bah, tout ça, c'est dans Ouais, les résultats sont analysés par le muséum, hein. Donc, c'est pas seulement pour se faire plaisir, c'est aussi pour fournir des données aux il y a scientifiques. la vraie recherche qui est faite là-dessus. Ben, merci beaucoup. On va passer De rien. à la suite. Après-midi. Merci. Hop, alors je vais reprendre Maxime, qui est en tout petit. Alors pour rappeler ce qui se passe, du coup on est sur le 4e live de Confine ta Science, on se demande comment observer le vivant. On vient de finir la partie sur les oiseaux. On a écouté des chants d'oiseaux, on s'est posé un peu quelques questions sur les oiseaux qui peuplent nos villes et nos campagnes. Et du coup on va passer à une partie, donc j'ai un petit peu divulgaché le début avec ma dernière question à Frédéric sur les espèces entre elles, leurs points communs, leurs différences, tout ça. Très bien. Bah, merci Arnaud. On va effectivement passer à la suite. Donc dans cette première partie, ce qu'on a vraiment pas mal fait, c'est rester dans le présent et poser des questions à Frédéric sur comment est-ce qu'on peut reconnaître les oiseaux. Donc c'est aussi supposer qu'il y a différentes espèces d'oiseaux et utiliser ses oreilles, utiliser ses sens pour le reconnaître. Maintenant, on a parlé des dinosaures et là on remonte des millions d'années en arrière. Là, on ne peut pas utiliser nos sens. Donc, la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour établir une classification du vivant? Comment comprendre à quel moment de l'évolution il y a eu une bifurcation entre une espèce, puis une autre, puis un autre groupe, etc. Et pour ça, on va avoir quelqu'un qui va venir avec nous tout à l'heure, qui s'appelle Sophia, et qui est doctorante sur ces sujets-là, qui nous en dira un peu plus. Mais ce qu'on veut que vous fassiez avant tout dans un premier temps, c'est d'explorer un outil qui est magnifique, qui est fascinant, qui a été fait dans le cadre d'un projet d'exploration du vivant, et qui est un arbre phylogénétique. Alors, Arnaud va l'afficher à l'écran, et ce qu'on va vous proposer de faire, c'est d'écouter d'abord les consignes d'Arnaud sur comment est-ce qu'on utilise cet outil-là. Et dans un deuxième temps, on vous laissera 5 minutes pour l'explorer par vous-même. Alors je vous préviens tout de suite, après, pendant que vous l'explorerez vous-même et que vous chercherez, je ne sais pas, votre animal domestique, votre plante d'intérieur, Arnaud, lui, le fera aussi de son côté pour celles et ceux qui n'arrivent pas à avoir accès au site, qui ont un problème. Mais donc d'abord, Arnaud, on te laisse nous expliquer les consignes, enfin comment on se sert de cet outil-là, et puis après, on vous laisse 5 minutes pour explorer l'outil. Hop, est-ce qu'on m'entend? Voilà. Du coup, je répète, le site que je vais vous présenter, l'adresse du site est dans la section information en dessous de la vidéo, à la section arbre phylogénétique. Et du coup, donc vous pouvez cliquer sur le site, si vous êtes sur un ordinateur, ça devrait bien marcher. Et je vais vous montrer 2-3 petites choses, et après je vais vous laisser de votre côté regarder vos espèces. Donc là, c'est vraiment l'heure de tout le vivant. Donc on commence vraiment à l'origine, et plus on va aller profond dans l'arbre, plus on va aller dans les époques récentes. Donc là, on a vraiment des espèces, on voit d'une année. Là, j'ai 2125 MA, c'est pour millions d'années. Donc il y a 2000 millions d'années, 2 milliards d'années. Un peu plus récent, un peu plus récent. Là, je suis à 1900 millions d'années. Donc ça, c'est le temps. Après, il y a 2-3 petites choses à savoir. C'est que vous avez en haut à droite un petit champ de recherche dans lequel vous pouvez taper l'animal que vous recherchez. Donc si je recherche les oiseaux, je tape oiseau, j'attends un peu, il va me proposer toute une liste qui correspond à ma recherche. Si la langue n'est pas celle que vous voulez, dans les paramètres en bas, vous pouvez changer la langue du logiciel de l'outil. Ça peut être utile peut-être pour certains. Et du coup, après, si vous voulez chercher une espèce en particulier, on a vu par exemple le merle noir, je tape merle noir, je vois est-ce qu'il va me le trouver. Très bien, il me le trouve. Et là, il m'envoie sur l'espèce. Donc, chaque espèce, c'est une feuille verte. Si elle est verte, ça veut dire que l'espèce existe encore. Si la feuille est rouge, ça veut dire que l'espèce est en voie de disparition. Si elle est grise, ça veut dire que l'espèce a disparu. Du coup, maintenant, je vous laisse chacun de votre côté sur votre navigateur. Allez regarder l'espèce que vous voulez. Juste avant de vous laisser, je vous montre un autre petit outil utilisable. C'est
le petit onglet à côté du champ de recherche. Vous pouvez chercher le lien entre deux espèces, voir si elles sont proches ou non. Donc je peux reprendre mon merle noir, hop, et je vais regarder si elle est proche par exemple de ma corneille. Donc je tape corneille noire, hop, et du coup je vois que leur ancêtre commun, qui est le point où les deux couleurs bleues et rouges se séparent, est à 50 millions d'années. Donc c'est pas des espèces très très proches. On va dire que les corneilles font partie des corvidés, ce qui n'est pas le cas du merle. Du coup, je vous laisse soit regarder l'espèce, si vous avez un animal de compagnie, regardez où il est, si vous avez une espèce dont vous avez peur, ou votre espèce animale préférée, regardez où elle se trouve. Et du coup, pendant ce temps-là, un petit temps, je laisserai Maxime me couper la parole quand il en aura marre. J'ai moi aussi sur mon ordinateur, pour ceux qui sont sur appli ou qui peuvent pas aller sur le site, regardez. Donc, on a vu le merle noir. On peut regarder, par exemple, si on regarde le merle noir, normalement. On a des questions déjà sur qu'est-ce qu'un arbre phylogénétique, qu'est-ce que les embranchements veulent dire. Nous, on vous propose de répondre à ces questions, c'est prévu, mais après que vous ayez joué avec un petit peu. Donc prenez le temps d'explorer ça. C'est fascinant de faire glisser sa molette pendant 10 minutes pour arriver aux profondeurs ultimes du vivant. Jouez avec et après on en discute. Alors du coup, pardon, je reprends la parole. Donc là, moi je recherche pour mon exemple le lien entre un rossignol familier, je pense que c'est un assez commun. Ah non, il ne le trouve pas. Ça n'existe pas. Un rossignol et... Alors je vais prendre le rossignol bleu par exemple, et un rouge-gorge. Donc là on voit que sur l'exemple précédent, j'étais à 50 millions d'années en dernière espèce commune entre ma corneille et mon rossignol, et mon rouge-gorge, pardon. Et là je vois que l'ancêtre commun est beaucoup plus récent. Il a que, entre guillemets, 14,6 millions d'années. Mon rouge-gorge est là, et là, hop, la petite espèce qui va avec le rossignol. Alors on n'est pas obligé d'aller voir que les oiseaux. Alors si... Donc si vous tapez chien tout seul, je ne sais pas s'il trouvera... J'ai chien. Il va vous proposer des espèces précises de chiens. Hop. Alors moi j'ai voilà, le pouls du chien, le chien espagnol. Allez, regardons, qu'est-ce que c'est chien espagnol? Une des choses que j'ai pas dit aussi au début, alors on voit que c'est pas un chien, c'est plutôt un poisson. C'est un poisson. Il y a des surprises, c'est ça qui est rigolo avec cet arbre. Si vous voulez avoir plus d'informations, en cliquant sur l'espèce, vous avez normalement une page Wikipédia et d'autres informations plus scientifiques, plus précises sur cette espèce, au moins pour savoir qu'est-ce que c'est comme type d'espèce. Donc là, on était plus sur... On a hamster. Est-ce que tu pourrais tenter hamster dans le chat? Quelqu'un nous dit qu'hamster ne marche pas. Est-ce que tu trouves un hamster, toi? Moi, j'ai grand hamster, hamster de Turquie, hamster migrateur. Lequel veux-tu? Bon. Cherchez grand hamster. Grand hamster. Hamster d'Europe. Rongeur de Suède. On trouve des hamsters. Et du coup, on voit que Ok. ça fait partie, a priori, des rongeurs, je suppose. Voilà, c'est une famille assez proche du grand hamster. On a d'autres noms absolument imprononçables. Non vernaculaires. Bon, et pour répondre à Delsera, il faut dézoomer quand on est un peu trop zoomé. Oui. Et bon, vous avez commencé à explorer ça. Je pense qu'on peut peut-être passer à la suite. Okay. Ouais, absolument. Et on va essayer de comprendre en fait ce qu'on a réellement sous les yeux. Donc on comprend bien, on peut zoomer, dézoomer, il y a des embranchements, on termine sur des espèces. Mais il y a quand même quelques questions à se poser sur peut-être la vérité de cet arbre-là. Est-ce que c'est une vérité absolue? Est-ce qu'on est sûr de tout? Est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu incertaines, mais on a fait des choix? Et aussi sur comment est-ce qu'on le fabrique? Comment est-ce qu'on prend des décisions? Alors pour ça, on va avoir avec nous très bientôt Sophia. Mais comme Sophia, à un moment, elle risque de parler d'ADN, je vais parler un petit peu avant elle. Mais avant tout, je l'accueille. Bonjour Sophia. Et bienvenue. Salut! Salut Maxime! Est-ce que tu veux te présenter?
Oui, alors du coup, je m'appelle Sophia, je suis en thèse à l'Institut de biologie de l'ENS et ma thèse porte sur la diversification des micro-organismes. Donc en gros, à quelle vitesse les micro-organismes créent de la diversité et comment ils le font, quel processus. Très bien. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer par un petit topo pour donner les outils pour comprendre à un moment quand tu vas parler ce que tu vas dire. Alors, ce que j'ai mis à droite, ce ne sont pas des micro-organismes, on est d'accord. Ce que je voulais faire là-dedans, c'est se dire, si on est capable de faire un arbre, c'est que le but, c'est quand même de classer des espèces et de regarder leur évolution dans le temps, quand est-ce qu'elles sont apparues, etc. Donc, il faut savoir les distinguer. Donc, première chose, si je vous demande de distinguer ces deux-là, vous allez me dire oui, je vois qu'il y a une grosse différence. Très bien. Je suis d'accord, il y a un cactus d'un côté, une baleine de l'autre. Passons à la suite. Là, on voit qu'on a 4 cactus, on va être d'accord là-dessus, mais on sent que on voit toujours la différence. Par contre, on sent qu'on se rapproche de quelque chose qu'on va de moins en moins pouvoir distinguer si on continue. Est-ce qu'on peut passer à la suite? Et là, j'ai mis 2 souris. Et honnêtement, je n'ai aucune idée de si c'est la même espèce. Je ne sais pas s'il y a plusieurs espèces de souris ou s'il n'y en a qu'une seule. Et si je me pose la question, est-ce que ce sont les mêmes? Alors par contre, je sais que la réponse est non. Et pour ça, on va donc parler un petit peu d'ADN. Est-ce qu'on peut avancer d'un cran? L'ADN, on le présente souvent comme le grand livre des êtres vivants. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on regarde cette image, c'est une représentation artistique. On voit l'ADN qui est la fameuse double hélice dont on parle. Et en fond, si on regarde bien, sur ce livre-là, il y a marqué des lettres qui sont A, T, C et G, qui se répètent dans un ordre qui change. Alors, on va essayer de comprendre ce que c'est que ce truc-là. On avance, Arnaud, s'il te plaît. Merci. Et on va vouloir parler de mutation. Parce que s'il y a une bifurcation dans les espèces, à un moment, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé dans ce qui est écrit dans le vivant. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a changé dans l'ADN. Si vous regardez la petite image qu'on a mise en bas à droite, cet animal est une drosophile. Alors, ça rappellera des souvenirs à ceux qui ont fait leurs études en même temps que moi en SVT, où on avait droit à de regarder des drosophiles à la loupe binoculaire qui avaient été en quelque sorte un peu maltraités. Leur génome avait été changé, leur ADN avait été changé, et là, celle de droite, vous voyez qu'elle a des pattes à la place des antennes. Et ça, c'est parce qu'il y a eu une modification de son ADN. Alors, ce que j'aimerais bien faire, c'est qu'on comprenne pourquoi une mutation dans l'ADN, un changement dans les lettres de l'ADN, va changer potentiellement la forme d'un animal. Alors, continuons. Ce qu'on a là, c'est des cellules d'oignon. Un oignon, c'est un être vivant. On voit que c'est délimité par une paroi et au milieu, il y a un point. Ce point, c'est le noyau et on va zoomer dessus. Là, on va pas tout de suite tout zoomer dessus, pardon. Là, on se retrouve sur une cellule humaine. Même, grosso modo, même organisation. On a un noyau au milieu et une paroi. On zoome dans le noyau. Qu'est-ce qu'on a? On a, à l'intérieur du noyau, vous voyez des chromosomes, vous en avez entendu parler. Les chromosomes, si on les déplie, on voit que c'est de l'ADN. Très bien. Allons en avant. Là, on est dans le noyau et on va expliquer seulement une partie du processus qui mène à notre apparence extérieure, par exemple. Je pense que je peux vous renvoyer à mercredi pour la phase où on entrera plus en détail. Vous voyez dans la... Alors, je rappelle que tout le truc bleu, c'est le noyau, là. Dans le noyau, il va y avoir la partie rouge. Dans cette partie rouge, il va y avoir un processus où l'ADN, donc les petites lettres, là où il y a marqué une séquence de A, T, C, G, G, C, A, T, C, va être recopié. On va en faire en quelque sorte un code barre. Et ce code barre va sortir de la partie rouge, aller dans la partie jaune et être scanné. On peut dire ça, il va être scanné et ça va fournir un produit qu'on appelle une protéine. Et cette protéine-là, c'est elle qui va aller agir dans l'organisme et qui va régler le développement du corps, mais un peu tout aussi. Même la façon dont on se protège contre les virus, nos anticorps, etc. Donc la partie qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe dans le rouge là. On va zoomer un petit peu sur ce qui se passe dans le rouge, si possible.
Donc, c'est-à-dire la transformation de l'ADN en ARN. On appelle ça ARN. Alors ça, c'est un résumé de ce que je viens de dire. On peut encore avancer d'un petit peu. Là, voilà. C'est là, on est dans la partie rouge. Et l'ADN va être recopié. On va faire le code barre qu'on va pouvoir ensuite exploiter pour faire une protéine. Ce qui se passe, c'est que cette double hélice, elle est écartée. Et on vient mettre en face des lettres de l'ADN d'autres lettres. Alors vous voyez que la correspondance, elle est toujours identique. En face d'un G, on met un C, et en face d'un T, on met un A. À la fin, on se retrouve avec un petit bout vert, qu'on va appeler l'ARN, qui lui porte l'information et va permettre de créer tout ce qui nous sera utile. Mais il faut bien se souvenir qu'on a recopié un message qui était sur l'ADN dans la suite de lettres A, T, C et G, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On peut passer à la suivante. Ça veut dire que si on a un changement, une mutation sur de l'ADN, une petite lettre, ça peut avoir des effets. Ça n'en a pas nécessairement, ça peut en avoir. Et si on en a des millions et des millions et des milliards qui s'enchaînent, on peut arriver à bifurquer vraiment sur l'apparence finale de l'être vivant. Donc ça, c'était juste pour reparler d'ADN. Maintenant, on va réinviter Sophia à venir avec nous. Et on va lui demander, en se rappelant l'arbre phylogénétique qu'on avait sous les yeux, on va lui demander qu'est-ce que c'est en fait vraiment qu'un arbre phylogénétique. Oui. Alors, un arbre phylogénétique, c'est un peu comme une généalogie. Là, je vous ai mis la généalogie des Simpsons. Et du coup, plus on est proche du tronc de l'arbre et de la racine, plus on a des organismes qui sont plus ancestraux, donc par exemple des grands-pères et des grands-mères. Plus on est au niveau des feuilles, plus on va avoir des organismes jeunes et qui sont présents au présent. Et en fait, une phylogénie, c'est une généalogie d'espèces. Donc au lieu d'avoir des individus sur les feuilles, on va avoir des espèces et sur les branches. Donc en fait, là, je vous ai représenté une phylogénie. Donc ça se constitue d'une racine, de branches, de nœuds et de feuilles. Et là, on a Tom et Jerry, nous, les humains, on a Homer Simpson et aussi le petit pied, le dinosaure. Et donc ça, c'est des espèces différentes. Et en fait, plus on va dans le passé, plus on va remonter dans l'histoire évolutive des espèces, et plus on va avoir des espèces du coup qui vont diverger. Si on prend Tom et le dinosaure, on va remonter jusqu'à la racine pour aller voir leurs différences. Donc les différences, en fait, elles sont en fonction du temps. C'est Ok, important. merci. Alors, on demande dans le chat les lettres, ça a été répondu, mais oui. Est-ce que toi, Sophia, tu Oui, peux donner, je peux. ou Max, Vas-y. les lettres A, T, C, G, Oui, est-ce que c'est vraiment des lettres? Bah, c'est pas vraiment des lettres, c'est des molécules organiques. On les nomme ATCG parce qu'en fait, comme ça a été dit, c'est adénine, thymine, cytosine et guanine, et du coup, on les simplifie, mais ça n'a pas la forme de lettres, c'est des molécules. Donc ça a une structure spéciale en 3D de molécules. Et alors, autre question, c'est comment la science qui étudie et qui produit en fait ces arbres phylogénétiques, les élabore, les construit. Qu'est-ce qu'on utilise pour, par exemple, si on se dit on est capable de placer là-dessus des fossiles qu'on a trouvés il y a très très longtemps, qu'on n'a jamais vu vivre, comment est-ce qu'on va être capable de construire un nœud, un embranchement il y a si longtemps? Oui, alors du coup, il y a différentes approches. Historiquement, on utilisait la morphologie des organismes. Donc soit on avait du coup des os pour les vertébrés dans les fossiles. Donc on utilisait la différence par exemple entre un crâne et un autre crâne. Et on pouvait regrouper les similitudes, les espèces, car elles avaient des crânes semblables. Et donc ça, c'était un peu une approche historique. Et maintenant, depuis la fin des années 1900, on a quand même des approches moléculaires qui viennent en fait confirmer certaines phylogéniques qu'on avait reconstruites grâce aux approches morphologiques, et du coup qui viennent aussi régler des petits problèmes qu'on avait sur les approches avant, où on ne pouvait pas différencier, où on ne pouvait pas placer certaines espèces, ou en tout cas on plaçait mal. Donc en fait, ça c'est une approche moléculaire, on utilise du coup l'ADN. Et en fait, c'est un peu pareil que ce qu'on fait avec les approches morphologiques. Le crâne
de cette espèce, enfin cet individu qu'on a retrouvé, il ressemble au crâne d'un autre individu, mais on va utiliser du coup la similitude entre séquences d'ADN. Donc si on passe à l'autre slide, on va voir que du coup, on a encore Tom, Jerry et Homer Simpson. Et en fait, on a des séquences ATCG, c'est l'ADN. Et en fait, on va lire ces séquences, donc on va faire du séquençage et on va comparer les séquences entre elles. Et donc, par exemple, là, j'ai encadré 5 sites de nucléotides ATCG. Et on va du coup comparer ces séquences, 5 sites. Et là, on voit par exemple sur le slide que on a du coup, je crois, 2 sites différents entre Tom et Jerry, et on en a 3 entre Tom et Homer Simpson. Du coup, on va mettre en fait Homer Simpson plus loin dans la phylogénie. Ça veut dire que plus de temps s'est passé pour que, au cours de l'évolution entre Tom et Homer Simpson. Donc, on va avoir plus de temps. Et pour avoir plus de temps, vu que les branches sont fonction du temps, on va les mettre plus loin dans la phylogénie, les nœuds qui relient les deux espèces. D'accord. Merci beaucoup. Il nous reste un petit peu de temps. On va prendre encore un petit peu de temps pour prendre vos questions dans le chat. Donc, on vous laisse les poser. Pour Merog 108 qui se pose plein de questions sur l'ADN, je pense que je vais te renvoyer à l'animation qui sera proposée mercredi, qui sera autour de l'ADN et dans laquelle il y aura pas mal de réponses à ces questions-là, je pense. Je trouve ça... Quelqu'un dit, est-ce que c'est un peu ardu quand on a 9 ans? Oui, je suis d'accord. Mais si à 9 ans, on a des questions sur l'enchaînement des espèces, et peut-être pas, pourquoi pas remonter aux vieilles espèces, n'hésitez pas aussi. Est-ce qu'on a quelques questions? Du coup, moi j'ai une question de mon côté pour Sophia. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ces arbres phylogénétiques? Donc, en fait, on peut faire une multitude de choses avec ces arbres phylogénétiques et notamment essayer de comprendre pourquoi, dans certains groupes, on a une diversité importante en espèces par rapport à d'autres groupes. Et donc, des éléments de réponse, c'est pour comment on s'appuie sur ces phylogénies. On va, par exemple, avoir une diversité importante dans certains groupes parce que on a une vitesse de diversification, donc une vitesse qui permet du coup l'apparition de nouvelles espèces qui est plus importante, ou alors on peut aussi avoir juste un groupe qui est plus ancien. Donc notamment les bactéries, en fait, c'est un groupe très ancien, les archéaux aussi, donc tout ce qui est prokaryote qui n'a pas de noyau. En fait, on a vu que l'ADN était dans le noyau, mais il y en a qui n'ont pas de noyau. Et donc c'est plus ancien. Donc en fait, ils ont accumulé plus de diversité. Mais par exemple, on a parlé des rongeurs tout à l'heure. Les rongeurs, ils ont une vitesse de diversification plus importante que la moyenne chez les mammifères. Donc, on va avoir beaucoup d'espèces de rongeurs actuellement, et c'est dû à leur vitesse d'évolution et pas forcément leur âge de clade. Donc, voilà. Et du coup, dans Et, notre chat, on nous demande à ouais. partir de quand la classification du règne animal s'est mise à utiliser l'ADN et plus uniquement utiliser la morphologie, donc la forme des animaux. En fait, déjà, on utilise encore un peu la morphologie parce que des fois, on essaie d'avoir des méthodes qui infèrent la même chose, en fait. Donc, on teste différentes méthodes. Mais c'est plus vers les années 1900, à la fin des années 1900, en fait, 1980-90, où on a commencé à utiliser ça parce que c'est venu avec toutes les méthodes de séquençage, en fait, au débit. Et maintenant, en fait, le séquençage est pas du coup très cher. Du coup, on peut utiliser, et surtout au débit. Donc, ça veut dire qu'on peut séquencer une vaste majorité d'espèces, Alors, et notamment qu'est-ce que pour ça veut les... dire séquencer? Et on demande aussi pour Serra 9 ans, ce qu'il y a derrière les lettres ADN? Alors, ADN, ça veut dire alors, je vais... Oh là. Acide Ah, désoxyribonucléique. oui, voilà, acide désoxyribonucléique. Et en fait, c'est du coup un type d'acide, du coup. Et on a vu que derrière l'ADN, en fait, on a des nucléotides. Et les nucléotides, c'est des molécules organiques. Donc, c'est des molécules. En fait, on est tous un peu constitués juste d'atomes, au final. Mais c'est des trucs que tu verras, des définitions que tu verras plus tard. Mais voilà, dans le vivant, on est tous constitués de carbone, d'oxygène, d'azote. Et donc Et, voilà, c'est des chaînes carbonées, si tu veux.
mais Et c'est un peu compliqué. peut-être pour revenir sur, je trouve que la question d'Arnaud est intéressante et questionne Ouais, effectivement, parce que quand on regarde cette slide, on voit qu'en fait, pour un être vivant, on va être capable de dire, bah, il y a un T, puis ensuite c'est un G, un A, un C, mais en même temps, il y a quand même 3 milliards de nucléotides, donc de lettres comme ça, dans le génome humain. Donc comment est-ce qu'on fait pour lister tout ça? C'est quoi les ouais. techniques? Alors les techniques, donc on connaît un peu certaines séquences. Donc on se dit, ok, on a un marqueur, on veut lire ce gène-là, et on sait que dans ce gène-là, en fait, on a ce début de séquence. Du coup, on va utiliser un marqueur, donc on va utiliser un début de séquence. On va lui dire, tu vas te coller à la vraie séquence de l'organisme, et en fait, tu vas lire. Donc ça veut dire que tu vas comme traduire. En fait, est-ce que tu as expliqué ce qui se passe dans le noyau? Donc, tu vas avoir des molécules qui vont se coller. Donc, si tu as un G, tu vas avoir un C qui va se coller. Bah, là, on le fait ça, mais artificiellement, en fait. Et en Mhm. fait, tu peux faire ça en prenant un centilitre d'eau et tu peux séquencer ce qu'il y a en fait dans le centilitre d'eau. Mais tu peux aussi prendre un bout de tissu, quoi. Tu prends un petit bout et tu as des cellules dedans et dans chaque cellule, tu as de l'ADN. Donc ça dépend quel organisme tu veux regarder. Mais du coup, ce qu'on fait, c'est que vraiment, on utilise des marqueurs, on les fixe à cet ADN, mais c'est tout petit, quoi. Et après, Mhm. on essaie de lire comme un peu ce qu'on fait dans le noyau naturellement. Et du coup, on te demande si l'ordre des lettres change quelque chose. Merok 108. Ah oui, Voilà. ouais. En fait, du coup, on a trois lettres d'affilée qui vont se traduire en acide aminé. Et du coup, l'ordre des lettres change quelque chose, oui. Chaque codon, donc chaque groupe de trois lettres, vont traduire un acide aminé et la séquence d'acides aminés va traduire des protéines. Donc en fait, l'ordre des lettres change énormément. En fait, comme il a expliqué tout à l'heure Maxime, euh, toute l'information en fait que nous on a en tant que individu, c'est concentré dans le noyau, c'est au niveau des cellules et c'est au niveau de l'ADN. Du coup, si tu veux, ça c'est un langage. ATCG, c'est un langage. Et du coup, on leur donne comme ça et ça veut dire quelque chose. Et si on leur donne autrement, on aura une autre information. Donc c'est vraiment comme si tu mettais des lettres à la suite pour faire un mot. Donc ça veut dire quelque chose. Et, Par codon en fait. et si je peux me permettre de rajouter, si tu veux voir à quoi ça ressemble vraiment, tu tapes code génétique sur Internet et tu Mhm. verras que effectivement, il y a 3 lettres. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai sous les yeux. S'il y a UUA, il faut que ça fasse quoi? Eh ben, ça va créer de la leucine, un acide aminé qui s'appelle leucine. S'il y a CAA, ça va créer de la glutamine. Donc il y a un code génétique, comme ça. Voilà, et en fait, du coup, tu as même un code pour démarrer et arrêter. Du coup, tu as un code pour... Tu peux commencer à lire et tu peux arrêter de lire parce que tu as des séquences qui ne sont pas forcément, qui vont pas forcément se traduire en acide aminé. Mais donc voilà, tu peux avoir plein de codons qui veulent dire différentes choses et qui se traduisent en différentes choses. Et oui, mais rock, pourquoi pas? On peut dire que c'est un peu comme la musique si tu te dis qu'un accord, par exemple, contient 3 notes. Alors pourquoi pas? Si je mets do, mi et sol, ça me fera un do majeur. Bien. Exactement. Est-ce qu'on a raté quelques questions? Sinon, on va peut-être arrêter ici pour aujourd'hui. Quelqu'un peut-il rappeler les noms des acides Ça a été aminés? fait Et dans ça le a été chat. rappelé par le chat. Merci. Bah, merci beaucoup à Sophia d'être venue parmi nous, Alors, d'avoir attendu jusqu'à la ouais. fin pour parler. Et du coup, bah, Merci à vous et merci aux participants et Mais si vous avez aux un encore, grand spectateurs. merci, si oui. vous avez encore des questions, on rappelle que dans les informations, en dessous de ressources de la vidéo, il y a un site avec plein de choses qu'on a abordées aujourd'hui. Vous retrouverez un petit peu tout. Et l'idée, en fait, nous, aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu des outils rapidement. Mais pour vous donner envie de les utiliser par vous-même, d'utiliser chez vous. En plus, on a du temps, normalement, en ce moment, avec le confinement. Du coup, on va revenir, hop, tous les deux avec Maxime. Et on va se donner rendez-vous. Alors, la prochaine séance, c'est dans 2 jours, un mercredi. Il sera animé par Clémentine et Paul sur l'ADN. Donc, on va aller encore plus loin. Si vous avez intéressé la partie sur l'ADN, vous irez encore plus loin avec eux mercredi. Et vendredi, ce sera donc, comme tous les vendredis, une rencontre avec un chercheur ou une chercheuse. Et là, on vous laisse la surprise, mais c'est sûr que ce sera autour de la thématique de
du vivant. Eh bien, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez assez nombreux aujourd'hui. Ça nous fait très plaisir d'être là avec vous. Et bon, on vous souhaite bon courage pour le confinement à tout le monde. Prenez soin de vous, comme on dit maintenant. Et à une prochaine fois. Merci et à une prochaine.